Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Amestoy, directeur du réseau Société Générale, réseau banque de détail en France. Il nous présentera sa vision de la banque et aussi ce produit d'épargne 100% responsable qu'il vient de lancer. La pollution de l'espace sera au cœur de notre débat tout à l'heure. Comment se débarrasser des milliers de débris? Quelles techniques? Quels risques? L'Agence spatiale européenne et Thales Alenia Space travaillent sur la question, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, gros plan sur Angel, la marque de vélo électrique made in France et high-tech créée par Marc Simoncini et Jules Tréco qui sera mon invité. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Philippe Amestoy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de réseau de la banque de détail Société Générale en France. Alors juste avant que l'émission démarre, je cherchais à savoir combien il y avait d'agences aujourd'hui. C'est quoi le chiffre? Alors aujourd'hui, on est à 2100, on va dire, points d'attention à la clientèle. Alors, pourquoi vous employez ce terme? Parce que c'est intéressant, ça change, c'est ça? Oui, parce que le concept qu'on avait d'une agence classique, tel qu'on les connaissait tous, aujourd'hui, c'est un concept qui est en train de changer. On est en train d'essayer de réinventer cette notion de point d'attente à la clientèle. Alors ça veut dire parfois des horaires différenciés, parfois des lieux différenciés. Nous avons inauguré par exemple des premières agences qui sont situées non plus en rez-de-chaussée, mais au premier ou au deuxième étage. Enfin voilà, tout ça c'est en train de changer, en train de bouger. Voilà, on essaie de s'adapter à la clientèle. Le Covid aussi a accéléré un certain nombre de ces mutations. Voilà, donc cette notion de nombre d'agences et de concept d'agence, voilà. C'est un peu du passé de en tout cas, l'histoire est en marche. L'histoire est en marche. Est-ce que c'est aussi avec la concurrence des néobanques que vous opérez cette mutation? C'est la demande des clients, mais il y a aussi la concurrence, j'imagine. Oui, enfin, les néobanques aussi nous ont beaucoup apporté en matière d'expérience client, pour rendre nos clients autonomes sur des opérations simples. Et c'était ça aussi qui se faisait en guichet, de manière un peu dans une notion d'agence service public. Et aujourd'hui, on recentre nos agences sur leur vocation première, c'est-à-dire de conseiller leurs clients. Et donc, c'est cette idée d'avoir des locaux peut-être un peu différents, qui soient moins orientés vers la transaction, je dépose un chèque, je demande un RIB, à des agences aujourd'hui qui sont orientées par, je vois mon conseiller de clientèle, pendant une demi-heure, une heure, on fait un vrai point sur mes besoins, sur mes attentes. Et donc on est dans cette logique de point d'attention, d'agence conseil. Mais toujours plutôt quand même centré dans les zones urbaines. Ça c'est la caractéristique de la Société Générale, ou alors vous avez essaimé un peu partout? Non, pas forcément, c'est un peu une légende aussi de se dire que les zones... J'ai que mes questions d'avant en fait. Non, mais que les zones rurales appartiendraient à certaines enseignes et les zones urbaines à d'autres. Non, on est aussi présent, bien sûr, dans des zones urbaines. Et alors peut-être qu'on en reparlera. C'est aussi le projet de notre rapprochement avec Crédit du Nord, c'est qu'on ne souhaite absolument pas déserter un certain nombre de territoires, et même dans des endroits de grande ruralité. On a notre petite musique à faire entendre et notre promesse de valeur. Donc non, pas de recentrage uniquement sur les grandes métropoles. Ce n'est pas du tout notre objet. Ok, vous avez lancé ce lundi une nouvelle offre d'épargne responsable en architecture ouverte, accessible à tous. En quoi c'est une première en France? C'est comme ça que vous la positionnez? Alors c'est la première parce que je crois que c'est une rencontre de trois belles planètes. Alors la première planète, c'est, tous les clients nous le disent, les derniers sondages le montrent, l'IFOP l'a encore montré, les Français veulent donner du sens à leur épargne. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. 62% des Français, je vous interromps, parce que ce sondage IFOP déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions. Bien évidemment, et puis ça rejoint aussi une grande orientation qu'est la Société Générale. Aujourd'hui, il y a une conviction très profonde de s'orienter sur ces sujets, à la fois dans le mode de financement de ce qu'on peut faire, mais aussi dans notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est quand même une orientation forte. La deuxième orientation, c'est cette idée de passer sur ce qu'on peut appeler l'architecture ouverte. Alors ça veut dire quoi ça? J'entendais un peu ce procès qu'on pouvait nous faire par le passé en nous disant oui, alors pardonnez-moi l'expression, mais vous voulez me replacer les produits de votre maison. Et c'est cette idée de se dire non, on est des distributeurs, on regarde ce que nos clients ont leurs besoins et on va essayer de trouver avec eux ce qui se fait de mieux sur la place. Sur la place de Paris, sur la place européenne.
Et donc c'est pour ça que vous vous êtes associé, adossé à 6 ou 7 autres... Exactement, on a pris 7 gestionnaires de fonds qu'on a sélectionnés. Ça a été un long travail. On a essayé de trouver et de réfléchir avec eux sur leur type d'offre, leurs points forts. Et à partir de là, d'essayer de mettre à disposition de nos clients ce que ces gestionnaires de fonds peuvent nous proposer. Donc plutôt qu'avoir un gestionnaire de fonds maison, aujourd'hui nous avons 7 gestionnaires de fonds. Enfin, c'est quand même, ça va de Amundi à Amundi, c'est votre partenaire un peu historique quand même. Mais l'idée, c'est d'avoir ouvert le jeu. Ouais. Et merci BlackRock, à Amundi aussi. BlackRock, Financière de l'Échiquier, Primonial, voilà, en DNCA, Mirova, on va dire les grands gestionnaires de fonds, les gens qui nous apportent aujourd'hui une innovation, un vrai savoir-faire. Et donc l'idée, c'était d'offrir ça et de se dire, voilà, on va proposer aux clients ce qui, pour nous, ce qui se fait de mieux en termes de propositions. Ça, c'est la deuxième planète. Et la dernière planète, effectivement, c'est là aussi, on s'est inspiré parce que l'architecture ouverte, vous allez me dire, ça existe, et c'est vrai que ça existait beaucoup sur la banque privée. Ça a été de démocratiser cette approche. Donc aujourd'hui, on est capable d'offrir cette idée d'architecture ouverte sur des fonds investis sur l'ISR à partir de 50 €. C'est ça aussi la révolution. C'est vraiment l'épargne responsable ouverte à tous. Exactement. C'est cette démocratisation qu'on a souhaité proposer et n'être plus prisonnier par un nombre de parts minimales, des problèmes de rompus. Aujourd'hui, voilà, on a tout un savoir-faire opérationnel et on dit à nos clients, à partir de 50 €, vous pouvez accéder à une de ces offres. C'est ça, je crois, l'innovation, c'est la rencontre de ces 3 belles planètes. Ouais, et ça vous place en phase avec votre raison d'être, je vais la rappeler, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Vous alignez aussi votre propre planète d'une certaine façon. Je pense qu'il y a cette cohérence entre cette conviction profonde d'aller vers le RSE, donc dans notre fonctionnement et dans notre offre, et puis aussi cette idée vous parliez tout à l'heure des néobanques, et ce qui fait la différence aujourd'hui peut-être d'un réseau comme Société Générale, c'est sa compétence en matière d'épargne. C'est ça qui importe aujourd'hui les Français quand ils choisissent aussi une banque, c'est important. Une épargne, c'est un projet, c'est aussi donner du sens à ces investissements. Et on pense qu'on a quelque chose à apporter sur cette thématique. Ouais. C'est quoi justement votre vision d'une banque responsable pour les années à venir, si on se projette dans 5-10 ans ? Une banque responsable, déjà, c'est balayer devant sa porte. Je pense que dans nos modes de fonctionnement, on a beaucoup d'initiatives, des choses très, très sincères dans ce qu'on essaye de faire, dans ce qu'on essaye d'apporter. Ça peut aller sur nos thématiques d'énergie, ça peut aller dans notre gouvernance interne, ça peut aller sur des sujets d'énergie, et certainement un certain nombre de thèmes sur ces aspects-là. Après, sur accompagner nos clients dans leurs projets... Je crois qu'il y a 2 temps. Il y a un temps classique de ce qu'on peut appeler l'épargne de précaution. Et donc là, on le retrouve au travers du livret A, des comptes sur livret, on va dire, de produits d'épargne simples, sans risque, immédiatement disponibles. Et puis après, il y a cette idée de quels sont mes projets. Je prépare ma retraite, je veux financer mes études, je veux acheter un bien immobilier à horizon de 3-4 ans. Et c'est sur ces thématiques-là, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu différenciant à la Société Générale, c'est d'avoir un conseiller de clientèle qui regarde avec vous vos projets, votre horizon de placement, votre appétence au risque, et puis aussi cette patte nouvelle que je viens de citer, quel sens vous voulez donner à votre épargne, sur quel type de support vous voulez aller. Oui, mais alors justement, ça veut dire accompagner la transition écologique, pas seulement, mais notamment la transition écologique. Est-ce que ça veut dire que certains secteurs, à l'inverse, vont avoir de plus en plus de mal à se financer ? C'est un sujet. D'ailleurs, je pense que nous, notre position, c'est une position sur la transition écologique. C'est le chemin. Voilà. Moi, je crois ce qui nous importe, c'est effectivement c'est le chemin, en ayant des positions fortes. Par exemple, l'abandon de financement de tout projet au charbon. En revanche, on continue d'être présent sur des thématiques comme le gaz ou autres, parce que notre idée, c'est d'accompagner cette transition pour aller effectivement sur un monde plus responsable, mais aussi en accompagnant, se donnant peut-être une durée nécessaire pour accomplir ce chemin dont vous parlez. Et puis alors, vous l'avez évoqué, mais on peut prendre un peu de temps. Être une banque responsable, c'est aussi ne pas abandonner certaines zones rurales notamment. C'est d'être présent effectivement dans la continuité du territoire national, d'apporter ce service qu'on doit à tous les Français, quel que soit leur lieu de localisation géographique. Et puis aussi, c'est des thématiques. Je ne voudrais pas qu'on limite notre engagement à la seule dimension environnementale, qui est très importante. C'est aussi la dimension sociale,
En tant que banque, aujourd'hui, par exemple, nous sommes une des banques leaders dans l'accompagnement des auto-entrepreneurs. C'est ce type de choses. C'est aussi être extrêmement attentif à la gouvernance aussi de nos clients, des entreprises qu'on peut accompagner. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement multiforme, hein, ce monde vers lequel on veut aller et sur lequel la Société Générale souhaite accompagner et faciliter le chemin. Est-ce que c'est une démarche, parce qu'on parle de chemin, que vous menez depuis longtemps, ou est-ce que finalement, voilà, vous êtes de récents convertis, si j'ose dire, parce que les citoyens, les consommateurs le demandent? Je pense qu'il y a les deux aspects. Je crois que c'est un chemin qui a été initié sous l'égide de Frédéric Oudéa depuis peut-être 5-6 ans. Vraiment, on est très, très engagé sur ce sujet. Et aujourd'hui, on le revendique très vertement parce que, vous le dites, c'est aussi une attente de la société française. On est mûr aussi sur ces sujets-là. Enfin, je crois qu'on pourrait avoir... ça ne sert à rien d'annoncer quelque chose voilà, si, je veux dire, rien il derrière. faut être mûr. Enfin, voilà, on est un monde aussi très, très processé, où on était dans la charge de la preuve. Enfin, je crois que tout ce qu'on fait aujourd'hui est très, très audité. Donc, ce sont des démarches très sincères, très accompagnées par l'ensemble des collaborateurs du groupe Société Générale. Enfin, voilà, c'est une démarche de fond. Il a fallu l'initier. Aujourd'hui, on est en train d'en toucher les fruits. Merci Philippe Amestoy, à bientôt. Merci Thomas, merci de cette invitation. Merci à vous, à bientôt. Tout de suite, allez, on dépollue l'espace. Comment nettoyer l'espace des débris qui s'y accumulent? C'est notre débat avec Luisa Innocenti. Bonjour, vous êtes chef de bureau Clean Space à l'Agence spatiale européenne. Et puis avec nous aussi en visioconférence, Sabrina Andriapan, qui est Head on Orbit Servicing chez Thales Alenia Space. Bonjour à vous, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien, Sabrina? Oui. Eh ben voilà, l'image, le son, tout est bon, on va pouvoir démarrer. De quoi on parle, Luisa Innocenti, quand on parle de débris spatiaux? On parle en milliers, on parle en centaines, c'est quoi? Ça dépend de la dimension des objets. Ça va vers 30 000 pour des objets qui sont plus grands que 10 cm, 1 million des objets qui sont entre 1 et 10 cm, et des centaines de millions pour des objets plus petits. Ceux qui vous préoccupent, ils font quelle taille? Et pourquoi il faut s'en préoccuper? Il faut s'en préoccuper parce que c'est des objets qui voyagent en vitesse énorme. Ils pourraient faire Paris-Marseille en 2 minutes. Et donc, même s'ils sont petits, ils pourraient causer la perte complète des satellites opérationnels qui nous donnent tous les services que nous utilisons tous les jours sur Terre. Donc le risque, en fait, c'est un risque de collision dans l'espace. Il y en a déjà eu, heureusement pas beaucoup, mais il y en a déjà eu. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer l'espace Oui, et si on veut être un petit peu catastrophiste aussi, on pourrait dire que si les objets commencent à avoir des collisions entre eux, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui est un scientifique américain qui d'abord l'avait prévu, dans lequel on serait incapable d'arrêter cette une espèce de cercle vicieux, croissance illimitée de débris, au point de dire qu'un jour, on ne pourra plus sortir de notre Terre. Nous, on travaille beaucoup avec un artiste hollandais qui montre cette image de la Terre encerclée par les débris. Elle dit on s'est renfermé nous-mêmes dans notre cage. Sabrina Andriapan, où cet encombrement de l'espace est-il le plus important? Parce qu'il y a évidemment différentes orbites, donc plus on est près de nous, plus il y en a, si j'essaye de schématiser? Ce serait plutôt en orbite basse, donc ce qu'on appelle l'orbite LEO, Low Earth Orbit, parce que c'est également là-bas qu'il y a plus de satellites. Il y a plus de satellites qui notamment observent la Terre, et également il y a une croissance des méga-constellations qui sont prévues dans ces orbites. Donc ça deviendra en effet l'affaire de tous. Effectivement. Alors, il faut rappeler peut-être, Sabrina, leur utilité à ces satellites pour notre quotidien. On ne le soupçonne pas forcément. Oui, c'est vrai que de nos jours, imaginer une vie sans nos satellites, c'est quasiment impossible, que ce soit pour la connectivité partout dans le monde. On aime bien avoir aussi maintenant Internet dans les avions, ou que ce soit pour surveiller les aspects climatiques ou les catastrophes naturelles. C'est sûr qu'une vie sans satellite, maintenant, c'est inenvisageable.
Luisa Innocenti, vous lancez la mission Clear Space One. De quoi s'agit-il? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce qu'il a fallu inventer pour partir chercher au moins un premier gros débris dans l'espace, c'est ça? Alors, l'ESA a signé un contrat avec une start-up qui s'appelle Clear Space. C'est à cause de ça que la mission s'appelle Clear Space One. C'est une start-up suisse qui sort de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et c'est la première mission dans laquelle on va attraper un débris et le ramener sur Terre. C'est une mission très très compliquée que personne n'a jamais fait au monde. Comme ESA, nous avons étudié pas mal de solutions qui vont du bras robotique, mais aussi d'un filet. À la fin, la solution que ClearSpace nous a proposée, c'est d'utiliser 4 bras qu'on appelle tentacules, donc pour encercler les débris. Si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, c'est très difficile de s'approcher d'un débris et de les capturer. Parce que si on les touche et on ne les encercle pas, le débris va partir. Ouais. Comme, Donc c'est le système de guidage sur lequel il faut innover, il faut être... Le système de guidage et le système de capture. Les deux ensemble, qui ne peut pas être... qui doit travailler ensemble. Parce que justement, le système de guidage doit nous mettre au bon endroit pour pouvoir après capturer. Le système de capture, comme on disait, est très difficile parce que l'objet peut s'envoler. Et après, il faut rentrer les objets, les détruire dans l'atmosphère. Donc, à nouveau, un ensemble guidage et capture. Ça devrait se faire à quelle date? 2025. 2025 pour cette première mission ClearSpace. Sabrina Andiapan, peut-être qu'on peut aussi parler de prévention, parce que quand on est sur cette thématique des débris dans l'espace, c'est une chose, mais la prévention, c'est aussi un levier important, j'imagine. Oui, bien sûr, en tant que constructeur de satellites, c'est aussi un problème qui nous concerne. Alors, on vous entend malheureusement moins bien. Sabrina, est-ce que la liaison est meilleure? Donc expliquez-nous, peut-être on va réessayer en quoi cette prévention consiste chez Thales. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Je disais qu'en tant que constructeur de satellites, c'était une problématique qui nous était très importante. Sur les satellites notamment, ce qu'on Louisa a mentionné, tout ce qui est rentré, contrôlé, notamment le fait que désormais un satellite, une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, une fois qu'en orbite basse, il doit se désintégrer complètement. Ceci dit, met des éléments de design à considérer quand on fait le satellite. Donc c'est quelque chose que nous, on a déjà mis en place, notamment sur un de nos satellites SBOT, qu'on fait pour le CNES et pour la NASA. Et après, au niveau de la prévention, ce qu'on peut également imaginer à terme, c'est de pouvoir avoir des interfaces sur ces véhicules pour ne pas faire ce qu'on appelle de l'on-orbit servicing, se dire qu'à terme, on pourrait peut-être les ravitailler. Et ce genre de technologie, de solution, pourra permettre de développer ce qu'on appelle la robotique spatiale et pourquoi pas imaginer des missions beaucoup plus innovantes et dans l'exploration spatiale, pourquoi pas avoir un même schéma autour de la Lune, par exemple. Ouais, ça nous emmène loin. Aujourd'hui, ravitailler un satellite dans l'espace, on ne le fait pas technologiquement, non, ça n'existe pas encore. Non, pas encore. Mais c'est quelque chose à envisager. Il faut se dire qu'un satellite, quand il va faire sa rentrée contrôlée, en fin de vie, 10 ans passés, dans ce qui lui reste, il faut quasiment compter peut-être la moitié qui a besoin encore de carburant uniquement juste pour pouvoir rentrer et se désintégrer. Donc se dire qu'à terme, un véhicule qui pourrait venir, pourquoi pas le ravitailler, serait une bonne option, c'est une bonne solution technique. Luisa Innocenti, est-ce que l'objectif finalement de ce nettoyage, au-delà de se dire, effectivement, on s'est créé une espèce de prison autour de nous, mais l'objectif, est-ce que c'est de rendre de nouveau des orbites disponibles aussi? Est-ce qu'on en est là? On n'est pas encore là. Les orbites que nous avons aujourd'hui, on peut encore les utiliser. C'est vrai, par contre, qu'on est obligé à faire de plus en plus de manœuvres. En anglais, on l'appelle collision avoidance maneuver, c'est-à-dire des manœuvres pour bouger, pour éviter d'avoir une collision avec un autre objet. Donc ça, c'est une chose qui, avant, ça n'arrivait jamais. Aujourd'hui, c'est devenu la pratique. Les collisions, c'est rarissime. Il y en a eu quelques dizaines. Est-ce qu'on peut les chiffrer? Les collisions, il y en a eu quelques dizaines. Il y a eu des débris
très petits, et donc on ne savait pas qu'ils étaient là, qui ont eu un impact avec les satellites. À l'ESA, c'est arrivé avec notre lanceur construit par Thales, notre satellite construit par Thales, Sentinel-1, qui a été frappé sur les panneaux solaires dès les premiers jours. Et donc, on a perdu un petit peu de puissance. Mais il y a aussi eu des collisions entre des objets opérationnels. Et aujourd'hui, on est obligé d'éviter ça tout le temps. C'est tout un système qu'il faut mettre en place. Une petite chose qui nous est arrivée, et c'est très stupide, mais même dans l'espace, on a besoin de ça. Nous, l'ESA a un satellite opérationnel qui s'appelle Aeolus, et on a vu qu'on était sur l'orbite de collision avec un satellite d'Elon Musk. Et tous les deux opérationnels, donc théoriquement, c'est très facile. On se parle, on dit on bouge dans des directions différentes pour ne pas avoir une collision. Mais donc, il faut parler avec l'autre. Pour parler avec l'autre, il faut avoir un point de contact. Et on ne l'avait pas. Donc, on est allé... C'est-à-dire que les deux satellites n'avaient pas de point de contact? Non, les deux satellites ne parlent pas entre eux. On le fait encore aujourd'hui à travers la Terre. Dans le futur, on prévoit de le faire de manière automatique sur les satellites. Aujourd'hui, on passe à travers la Terre. C'est la Terre qui donne l'ordre, il faut bouger. Mais il faut bouger dans la bonne direction. Donc, on a cherché les noms des contacts sur Internet. Et c'était un contact commercial. Et bien sûr, pendant le week-end, ils ne répondaient pas. Donc, à la fin, nous, on a décidé de bouger notre propre satellite. Et heureusement, l'autre n'a pas bougé. Et après, tout s'est très bien passé. Mais ça montre qu'il faudra... On rentre dans un moment différent. Avant, c'était que les États, les grosses agences publiques qui pouvaient faire ça. Et on se connaît. C'est un très petit monde. Dans le futur, c'est quelque chose de commercial. Et donc, il faut mettre aussi en place ces outils du type, si on faut bouger, il faut se parler et savoir qui contacter. Et avoir les procédures d'urgence. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, une start-up en pleine lumière. C'est Angel. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas à la découverte d'Angel aujourd'hui. Bonjour Jules Tréco. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avec Marc Timoncini, le cofondateur d'Angel, vélo électrique connecté Made in France. Alors, il y a plein d'adjectifs qu'on peut accoler au vélo Angel. Intelligent, c'est le premier? Je dirais que le premier, c'est sécuritaire. Le premier frein aujourd'hui à l'achat d'un objet de micromobilité est véritablement la sécurité. La sécurité lorsqu'on utilise son objet de micromobilité et la sécurité lorsqu'on n'est pas dessus. Le vol, la casse, l'endommagement. C'est vrai que quand j'ai dit autour de moi, tiens, je reçois le fondateur d'Angel, on m'a dit, le vol de vélo, quoi. On n'arrête pas de se les faire piquer. C'est vrai que c'est Alors, qu'est-ce que vous avez comme solution? Aujourd'hui, deux solutions. Enfin, sur le vol du vélo, aujourd'hui, on a énormément de dissuasion. On a la géolocalisation permanente du vélo. On a l'alarme sur le vélo. Donc, c'est rare d'avoir un vélo qui sonne en plein milieu de la rue avec les feux qui clignotent. Et en plus de ça, on a la géolocalisation permanente même quand il n'y a plus la batterie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une batterie de secours interne qui permet la géolocalisation permanente. Et aujourd'hui, sur plus de 2000 vélos en circulation, deux se sont fait voler, ont été retrouvés l'un le soir même et l'autre au bout d'une semaine. Ok. Et puis il y a la sécurité quand on est sur le vélo. Donc il y a un logiciel anti-collision, c'est ça? J'ai vu ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a trois axes. Là, on va dire tout ce qui va être lumière et son. Donc là-dessus, on a rajouté feu avant, feu arrière, clignotant. C'est fini avec Angel, le bras que l'on lève à droite ou à gauche pour indiquer que l'on tourne. On est voyant sur la route. Et deux, on a ce qu'on appelle l'alerte chute. Donc on a modélisé pendant 2 ans tous les cas possibles de collision, d'accident que peut rencontrer un cycliste. Et dès lors que l'on rencontre ce type de situation-là, en fait, le vélo demande à l'utilisateur si tout va bien et également un message sur son application. Et s'il ne répond pas, on estime qu'il y a eu une collision ou un accident et on prévient son contact de sécurité. Ok, donc il y a vraiment cette dimension sécuritaire et une dimension d'innovation parce que vous créez l'entreprise fin 2017, c'est ça? Et le premier vélo est disponible combien de temps après? Le premier vélo a été livré fin août 2020. Donc on a eu plus de 2 ans et demi de R&D. On a ouvert au public ce projet en novembre 2019, qui a rencontré un engouement très fort, car on comptait vendre uniquement 1000 vélos la première année en se disant c'est un produit haut de gamme,
un produit qui est différent sur le marché, qui a un parti prix design très minimaliste. Et de par la crise des gilets jaunes, les grèves des transports, la pandémie, la distanciation sociale, la demande de vélos a explosé. Et donc, du coup, on a dû multiplier nos capacités de production pour être capable de fournir tout le monde. Pour le fabriquer en France, vous avez choisi Seb comme partenaire. Pourquoi ? Ça a été une rencontre là-dessus où les évidences nous sont apparues assez naturelles. Seb, un groupe qui continue de produire énormément en France, avec beaucoup d'outils de production, un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est le leader du petit électroménager au niveau mondial. Nous, avec notre capacité d'innovation et d'expertise sur le monde du vélo et du software. Et nous, on avait besoin de quelqu'un pour prendre notre petit projet qui était à l'étape du prototype et de la pré-série, à l'étape de la grande série, de l'industrialisation, et donc passer de 1000 à 10 000 à 20 000 vélos. Et puis vous avez confié le design à Oraito, c'est un beau vélo. On peut le dire, c'est quoi votre stratégie de développement ? On a bien compris que c'est allé plus vite que prévu au départ, c'est super. C'est quoi votre stratégie maintenant ? Notre stratégie, c'est véritablement d'améliorer le quotidien dans les villes. Aujourd'hui, on pense véritablement que dans les grandes villes européennes et même les villes de taille moyenne, tout le monde possédera un objet de micromobilité. Trottinette, vélo, overboard, que sais-je. Nous, ce qu'on mise avant toute chose, c'est de promouvoir un objet qui est certes connecté et d'être dans la panoplie de tout citadin qui sera composé d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, et nous pensons d'un objet connecté dans la mobilité. Et on pense que dans les grandes villes, la voiture thermique sera bannie d'ici 2025, c'est notre thèse d'investissement. J'ai lu ça sur votre site, c'est ambitieux. Est-ce que c'est réaliste 2025 ? C'est là, hein, c'est vraiment demain. Copenhague et Oslo l'ont déjà dit. Aujourd'hui, Paris, on voit bien avec toutes les pistes cyclables temporaires qui ont été mises durant le confinement et qui sont devenues permanentes. La rue de Rivoli en est un exemple. D'autres villes comme Marseille sont en train de faire leur plan vélo en véritablement s'inspirant de Barcelone, qui a également fait un plan vélo. La problématique aujourd'hui de la micromobilité est plus une problématique d'infrastructure. C'est-à-dire que dès lors que des infrastructures urbaines sont mises en place, voies cyclables, infrastructures de parking pour garer son vélo et infrastructures de sécurité, l'essor du vélo est exponentiel. Ouais. Avec une autre problématique qui est l'électrification massive de nos villes. Il va quand même falloir trouver une réponse aussi. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, notre parti pris véritablement le fait d'avoir des batteries amovibles. On pense que aujourd'hui, les vélos électriques avec batterie internalisée, pourquoi il n'y a pas eu un fort essor du vélo électrique de ville jusqu'à présent, malgré on va dire l'élan des infrastructures, c'est parce qu'en fait, il fallait transporter son vélo chez soi. Vous êtes en ville, vous habitez au 3e étage. Paris est quand même une très vieille ville. Pas tout le monde a un ascenseur. Porter un vélo qui pèse entre 20 et 30 kilos au 3e étage, tout de suite, ça ne pousse pas à utiliser des objets de micromobilité. Donc, je pense que le caractère amovible des batteries, la miniaturisation et la légèreté de ces objets de micromobilité feront qu'aujourd'hui, ce problème d'électrification n'en sera pas. Merci beaucoup. Merci Jules Tréco. Bon vent à Angel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr. Salut, à demain.